Terre Liberté à Auto, avec, avec le collectif de soutien au peuple mapuche et la commission éthique contre la torture en France. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Mireille Fanon Mendefrance, présidente de la fondation France Fanon. Son père, en fait, révolutionnaire martiniquais, que vous connaissez certainement tous, et psychiatre de formation, philosophe et écrivain. Bon, il a combattu aussi, notamment à Alsace, les nazis en 1941, et par la suite, il a intégré le Front de libération nationale en Algérie, décédé très jeune, à l'âge de 36 ans, en 1961. Et également, Mireille donc, fait partie du groupe de travail d'experts sur les afro-descendants au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et du Bureau national de l'Union juive et française pour la paix, appartient également à l'Association internationale des juristes et démocrates, au Conseil scientifique d'attaque, et certainement j'oublie quelque chose. Et voilà, donc elle se présente elle-même, et nous sommes là ce soir parce que en fait, elle a réalisé récemment, dans le cadre de 15 mai, une mission d'observation internationale au Chili, où elle a pu rencontrer différents gens, notamment les prisonniers politiques mapuches dans le cadre de prison UCT. Il y en avait quelques-uns, 3 qui étaient en grève de la faim. Ensuite, elle a vu aussi des secteurs sociaux, elle a vu des étudiants, et des gens du gouvernement ou assimilés, et des organisations de droits de l'homme, ce qui a été donc notamment satisfaisant. Et c'est le but de cette soirée, comme on l'avait prévu avant cette mission, et qu'il nous fasse un rapport oral de ce qu'a été cette mission là-bas au Chili. Merci. Bonsoir. Merci Louise pour la présentation, c'était un peu trop, mais bon, je suis surtout en fait une militante active depuis un certain nombre de temps. Donc, la seule erreur, c'est que je ne suis plus membre du Bureau national de l'UGFP, je ne suis plus que membre de l'UGFP. Donc effectivement, j'ai passé... non, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a présenté Dominique, à savoir que, bien sûr, le travail sur les prisonniers politiques est un travail qui doit être interrelié, c'est-à-dire qu'il y a des prisonniers politiques en Turquie, on pense à Öcalan, il y en a en Amérique du Nord, avec Mounia Jamal, il y en a en Palestine, il y en a au Maroc. Il y en a effectivement au Chili, il y en a dans bien d'autres endroits. Et ce qu'ils ont de commun, c'est pas tellement d'être prisonniers politiques. Ça, c'est le dénominateur, le plus petit dénominateur. Et il y a aussi, pardon, Georges Ibrahim Abdallah. Heureusement que Alain est face à moi, je l'avais oublié. Pourtant, nous ne l'avons pas oublié puisque la Fondation lui a donné le prix de la Fondation en 2014 pendant la semaine anticoloniale. Donc, il n'a pas été oublié. Mais ce qu'ils ont en commun, en définitive, c'est qu'ils, d'une part, certains sont en prison, comme Georges Ibrahim Abdallah, ou des prisonniers mapuches, ou des Tamouls, ou Öcalan aussi, pour la revendication du droit à leur terre, du droit à la terre, du droit à la fin de la colonisation d'une partie du pays où ils vivent. D'autres, ce sont des revendications socio-économiques et autres. Mais je crois qu'il y a ce dénominateur commun qui est extrêmement important, c'est cette volonté de faire cesser les formes de colonisation qui sont toujours là, et en plus des nouvelles que nous invente le monde dans lequel nous vivons.
Donc effectivement, j'ai passé une dizaine de jours au Chili, où je connais maintenant, puisque c'est mon deuxième séjour, je connais donc bien les prisons, les hôpitaux et les tribunaux. Je ne connais pas le Chili touristique, mais donc j'ai une appréhension du Chili qui est assez intéressante à partir du moment où effectivement on est là pour comprendre un peu ce qui se joue avec les Mapuches. Et je vais peut-être juste vous dire où je suis allée. Je ne vais pas vous refaire une relation précise des endroits où je suis allée, parce que je me suis plutôt focalisée sur un certain nombre d'éléments qui déjà me semblent des éléments organisateurs de la politique qui est menée au Chili à l'égard des Mapuches, mais pas seulement. Parce qu'il y a par exemple dans le Nord une communauté d'Indiens qui ne sont pas des Mapuches et qui sont en train de se battre contre des entreprises minières canadiennes, la Barrick Gold et filiale, et Nevada filiale, où il y a un combat aussi extrêmement sanglant, de la même nature d'ailleurs qu'avec les Mapuches. Parce qu'il se trouve que je rentre hier matin de Montréal, où il y avait un tribunal permanent des peuples qui était organisé à la demande des communautés, de différentes communautés d'Amérique latine, contre les transnationales, contre les entreprises minières canadiennes en Amérique latine. Et j'étais membre de ce tribunal permanent des peuples. Donc j'ai pu faire des liens d'ailleurs avec l'utilisation par exemple de la Convention 169. J'ai pu faire des liens assez intéressants. Donc j'ai d'abord eu une réunion intéressante à Santiago avec des réfugiés, des migrants et des réfugiés politiques. Et ce qui est intéressant, c'est à partir de ça, c'est de voir comment, par exemple, Madame Bachelet qui dit des choses extrêmement intéressantes à propos d'une loi qui aurait dû être, qui devrait garantir encore plus le cadre juridique des réfugiés et qui aurait dû incorporer les éléments, les obligations de l'État chilien parce qu'il a signé la Convention relative au statut des réfugiés. Et Madame Bachelet dit des choses très très bien d'ailleurs. Elle dit des choses très bien. Je la cite donc. Elle dit que ce n'est pas normal que les migrants ou les réfugiés politiques, particulièrement les réfugiés politiques, soient maltraités au Chili, puisque des milliers de Chiliens avaient bénéficié d'une protection dans des pays étrangers. Donc elle essayait de faire la balance avec l'accueil qui avait été fait pour les réfugiés politiques chiliens pendant la dictature et les conditions faites aux réfugiés politiques maintenant. Pour autant, la loi n'a pas été changée, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que sur le site de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, puisqu'il y a une tentative de vouloir changer la loi, mais ça n'est toujours pas fait, et pourtant, sur le site des Nations Unies, on voit que la tentative de changer cette loi qui est discriminante à l'égard des réfugiés politiques, elle va ajouter à la réputation renouvelée de l'Amérique du Sud en tant que havre de paix pour les personnes forcées de fuir leur pays d'origine. Je cite. Donc voilà, c'est juste... Et donc, en fait, l'État chilien a été, lors de son... Vous savez, tous les 3 ans, les États maintenant qui sont membres du Conseil des droits de l'homme doivent passer ce qu'on appelle un examen périodique universel. Et le Chili est passé, lui, en 2009. Et les États, donc, puisque l'État qui passe devant l'examen périodique universel est interrogé par d'autres États, et là, on a précisé à l'État chilien que quand même il devrait changer sa politique à l'égard des réfugiés politiques, et afin d'assurer à ces personnes la pleine réalisation de leurs droits. Pour autant,
le statut des réfugiés politiques ne s'est toujours pas amélioré, n'a toujours pas changé. Et on peut voir que ce qui se joue derrière ça, c'est la fameuse identité nationale que l'on retrouve un peu partout, qui est un élément commun qui traverse de nombreuses sociétés. Et le sort, lorsque ces réfugiés politiques sont arrêtés, est absolument incroyable, puisque certains sont expédiés en prison sans procès, condamnés à des peines de prison très longues. Et lorsque certains d'entre eux arrivent à la fin de leur peine, eh bien, on leur signifie, devant un tribunal, on leur signifie qu'ils viennent d'être condamnés pour une peine encore plus longue. Donc voilà, c'est un peu la... Alors ça, c'était la première rencontre à Santiago. Ensuite, je suis allée à Temuco, dont on a parlé dans le Résiste, Mapuche Résiste, où là, j'ai rencontré ce qu'on appelle une personnalité spirituelle, religieuse, un peu l'équivalent d'un chaman, qui lui est en prison pour avoir tué un couple, incendié leur propriété, volé une chemise et ensuite tué 2 vaches. Donc il se trouve, c'est un cas aussi assez emblématique, mais tous les cas des Mapuches sont emblématiques des dysfonctionnements de la justice. En définitive, il a été retrouvé à quelques kilomètres, enfin à peu près à 2 kilomètres de l'endroit où a eu lieu le crime. Il a été trouvé lui aussi blessé d'une balle. Mais évidemment, et à son réveil à l'hôpital, on lui a signifié qu'il était accusé des meurtres, de vol et d'incendie. Et il a bien précisé qu'il était innocent, mais ça n'a pas suffi. Il a dû... donc, il y a eu un procès. Et durant ce procès, évidemment, les investigations préalables qui auraient dû prouver sa culpabilité n'ont pas été menées. On n'a aussi pas retrouvé la balle qui l'avait blessée. D'ailleurs, on ne l'a pas retrouvée parce qu'elle n'a pas été recherchée. Pour les balles qui ont tué les personnes, elles appartiennent à un certain calibre, mais lui n'a pas d'arme. Mais ce n'est pas grave, il est donc en prison. Et lorsque je suis repassée à Santiago, il y avait un appel, les avocats avaient fait appel de la décision, et la justice, le procureur a considéré que le verdict était tout à fait normal, que toutes les investigations avaient été faites et qu'il n'y avait aucune raison de revoir la peine de Celestino Cordoba, qui est donc condamné à 15 ans d'emprisonnement. Comment ? 18, pardon. Il faut dire que j'ai une difficulté, c'est que moi je ne parle pas l'espagnol de temps en temps. Donc j'avais des traductions en anglais, je comprends un peu l'espagnol, mais donc parfois je peux me tromper, donc c'est pour ça que heureusement que tu es là. Et en fait, si on regarde l'année, en 2010, j'étais à Cañete, pas très loin de Concepción non plus, pour le procès de 15 Mapuches. Certains d'entre eux ont été libérés, mais 2 autres ont été condamnés à 45 ans de prison. Voire plus, hein. Plus ? Ah oui, parce que c'est plusieurs peines successives. Plusieurs peines successives. Et donc, la question qui se pose sur ces condamnations, bon, c'est évidemment le déroulé des procès, mais en amont, c'est quand même, est-ce que les peuples mapuches, d'ailleurs comme le peuple palestinien, a-t-il le droit à l'autodétermination ? Puisque c'est ce qu'ils demandent. Et on s'aperçoit qu'en relisant un certain nombre de normes, de textes, de conventions, de déclarations des Nations Unies, et aussi particulièrement le dernier qui a été décidé, c'est
17 sur la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Il y a à la fois des déclarations qui ne sont pas contraignantes, comme d'habitude, mais il y a aussi quand même un certain nombre d'autres éléments qui sont contraignants, et on s'aperçoit qu'effectivement, la revendication du peuple mapuche qui veut son autonomie, son autodétermination, pouvoir vivre sur ces terres selon ses rites ancestraux et sans être obligé de passer par des économies qui ne leur correspondent en rien, ce que dit très très bien cette dame, parce qu'en fait, eux, ils utilisent la terre pour se nourrir, mais pas pour en faire commerce. Donc on est dans une conception complètement différente de la marchandisation. Et donc on s'aperçoit que ce droit à l'autodétermination s'adapte parfaitement à l'ensemble des Mapuches, mais aussi des autres autochtones qui se battent contre des mines canadiennes dans le nord du Chili par exemple, ou en Honduras, ou au Guatemala, etc. Et donc, il y a deux raisons. Donc, première raison, ce droit à l'autodétermination est exact et doit être revendiqué. Et pour garantir ce droit à l'autodétermination, il y a une convention qui a là une norme obligatoire, impérative, c'est la Convention 169 de l'OIT. Cette Convention 169, elle concerne particulièrement les peuples autochtones. Et l'État chilien a ratifié cette convention en 2009. Et ce qui est intéressant, c'est que si cette ratification avait été intégrée dans la loi chilienne comme cela devrait être, on aurait donc déjà des réformes juridiques qui auraient dû toucher, par exemple, le code de l'eau, le code minier, le code de la pêche, et celui aussi qui régit les concessions électriques, puisque dans la zone de Concepción, il y a un barrage électrique qui a changé considérablement, évidemment, la topographie du territoire mapuche. Mais cette convention 169, vous avez compris, donc elle n'est pas appliquée, elle n'est pas intégrée dans la loi chilienne, donc il ne se passe rien. Mais l'État chilien, quand il passe devant le comité des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, à propos de son examen périodique universel, il dit qu'il a signé, donc il n'y a plus de revendication à ce niveau-là. Avant, l'État chilien était pénalisé pour ne pas l'avoir signé, mais là, il l'a signé, ratifié, mais il ne l'implémente pas. Il ne l'implémente pas dans sa loi nationale. Donc, en définitive, il ne reçoit plus de critiques à ce sujet. Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que cette loi, elle oblige l'État, quand l'État veut, par exemple, prendre les terres des Mapuches ou des Indiens dans le Nord, elle est dans l'obligation de consulter au préalable les populations. Elle doit les consulter à partir du moment où ça va changer, effectivement, leur façon de vivre, parce qu'il va y avoir des mesures administratives et législatives qui vont être prises contre leur propre mode de vie. Non seulement l'État doit les consulter, mais aussi elle doit obtenir leur consentement de bonne foi. Et c'est là où les choses se forcent, c'est qu'en définitive, elle n'est pas appliquée et la plupart du temps, les populations ne sont pas consultées, et d'autre part, le consentement de bonne foi est fait sous des pressions absolument épouvantables qui mettent une partie des populations, de la même population, les unes contre les autres. L'exemple de la mine de Barrick Gold dans le Nord, ils ont tenté d'acheter une partie des Indiens, mais je pense qu'ils ont fait la même chose avec les Mapuches, ils peuvent faire la même chose. Donc ils achètent, ils viennent avec des millions de dollars, ils achètent et les gens hésitent un peu, finissent par tomber dans le piège,
Et donc, il y a une espèce d'opposition, ça déstructure même, ça va plus loin, c'est que ça déstructure même l'ensemble de la communauté, ce qui est extrêmement grave. Et cette convention, dès qu'elle a été signée, la première chose, donc 2009, la première chose qu'ont fait des parlementaires chiliens, c'est de contester la constitutionnalité de cette convention. Donc ils ont mené une bataille extrêmement forte contre cette convention. Quand même, le droit est resté au droit, la convention a été jugée constitutionnelle. Mais ce n'était pas sans désespoir que ces parlementaires ont constaté qu'elle avait été considérée constitutionnelle. Donc ils ont bataillé et ils ont réussi un tour de passe-passe absolument extraordinaire. C'est qu'à propos d'une loi sur la pêche, qui se situe dans un endroit aussi où il y a une population autochtone, là, ils ont considéré que, en ce qui concerne la pêche, les populations autochtones n'ont pas besoin d'être consultées, parce que c'est la pêche, et que ça n'affecte pas leur mode de vie. Donc, ils sont passés en force, ils ont créé une forme de jurisprudence. Du coup, en janvier 2013, la Convention 169 a été décrétée anticonstitutionnelle. Et pour l'instant, elle est donc en dehors de tout le champ, et les populations autochtones, Mapuche y compris, sont dans l'impossibilité de revendiquer cette loi. Et ils sont en train de préparer, les parlementaires sont en train de préparer un projet de loi demandant à ce que cette cette convention 169 soit considérée anticonstitutionnelle. Donc voilà comment on détourne. Voilà, ça c'est... Donc, pour en revenir à Celestino Cordova, aucune preuve n'a été apportée sur sa participation à ce crime. Et on peut évidemment, quand on connaît un peu quelle situation de prisonniers politiques, on peut faire des liens très forts avec les situations, par exemple, de Mumia Abu-Jamal, qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et s'est réveillé à l'hôpital avec une balle pour les poumons, d'ailleurs comme Celestino, et accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et pour lequel il a été maintenu 27 ans dans le couloir de la mort et qui a maintenant face à lui une détention prison à vie, emprisonnement à vie sans libération possible, sans libération sur parole. Donc, et voilà. demain, il y a le rassemblement mensuel, premier mercredi du mois, devant le consulat des États-Unis. Catherine, je peux finir, Oui, depuis 15 ans. Non, mais je peux finir. Oui, oui. D'accord, je le dirai après. Donc, voilà la situation, et voilà en fait, si on regarde bien, voilà les éléments qui sont constitutifs d'un ensemble de violations. L'idée étant, donc si on va rencontrer Hector Yetul ou Languileo, si on va rencontrer d'autres Mapuches dans d'autres prisons, je suis allée à Lébou, je suis allée à Angol, je suis allée Temuco, Concepción, enfin bon voilà. Donc j'ai rencontré les prisonniers mapuches, mais c'est ça qui fait qu'ils sont en prison. C'est pas autre chose. Puisqu'ils résistent, donc comme ils résistent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien créer des criminels. Donc on les accuse de choses qu'ils n'ont pas commises, pour la plupart d'entre eux, et on n'utilise pas le droit à l'autodétermination, on ne leur reconnaît pas ce droit, on ne reconnaît pas non plus l'applicabilité de la Convention 169, mais pire, on applique à leur égard pour encore mieux les criminaliser et pour montrer que ce sont
des Chiliens, parce qu'il y a une volonté par le gouvernement de vouloir les intégrer comme Chiliens et de ne pas reconnaître leur droit à être autochtone, à être une population autochtone, à se revendiquer d'un peuple ancestral, c'est l'application de la loi sur le terrorisme. Loi sur le terrorisme qui est issue de la dictature Pinochet. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi, il nous a été dit plusieurs fois, entre autres par le secrétaire général de la région de Temuco, qui est un monsieur fort sympathique, que cette loi allait être abandonnée, qu'elle était même abandonnée, que plus aucun Mapuche n'allait être condamné avec cette loi. Alors, que les derniers étaient justement Hector Yetoul et Languileo, qui effectivement, là, moi j'étais à Cagnetté, et cette loi, elle autorise de faire témoigner, la spécificité de ces lois, c'est qu'elle autorise de faire témoigner des témoins cachés, dont on ne pourra avoir aucune information. Mais quand vous assistez au procès de Cagnetté, vous auriez pu voir la façon dont ces témoins avouaient eux-mêmes avoir été achetés. Puisque certains ont dit « Ah mais moi j'étais condamné et on m'a forcé à témoigner et si je témoignais, on retirait ma condamnation. » D'autres ont reçu de l'argent et eux-mêmes le disaient. Mais ça ne dérangeait ni les procureurs, ni l'accusation, ni les juges qui étaient là. Seule la défense a essayé de manifester, mais évidemment, ils étaient renvoyés à leur... Presque, on les mettait dans l'impossibilité d'exercer leur droit à la défense. Et ils étaient très entravés, c'était ça qui était assez remarquable dans le sens négatif, c'est que les avocats sont extrêmement entravés dans leur droit à défendre leurs clients, c'est manifeste. Et donc, cette loi qui devrait être supprimée ne l'est toujours pas. Et j'en veux pour preuve, c'est que 2 personnes que j'ai rencontrées qui sont un est chilien, mais travaille avec les Mapuche, tout à fait engagé avec les Mapuche, et Emilio Berkoff. Bon, entre-temps, il a été libéré. Emilio Berkoff a été condamné sur des déclarations de témoins qu'il aurait vues à un certain endroit, à un certain moment. Et donc, les témoins cachés sont toujours utilisés. L'autre est un jeune d'une vingtaine d'années, chilien, Victor Hugo Montoya, qui est à la prison de Ponte Alto, à côté juste de Santiago, et qui lui est accusé d'avoir déposé une bombe dans un commissariat de police, mais la bombe a été déposée dans un endroit un peu comme celui-ci, c'est-à-dire que pour y arriver, on est forcé de passer sur un certain nombre de pièces où évidemment il y avait la police, il y avait des gendarmes qui étaient là, qui l'auraient vu passer. Et il a été accusé par 2 témoins qui ont, dans la nuit, puisque c'est là que s'est passé vers minuit, qui, dans la nuit, ont lu le numéro de sa plaque minéralogique. Donc c'est sur cette accusation-là qu'il est maintenu en prison et son procès est en train de se dérouler. Maintenant, on n'a pas le résultat. Je suis allée à la première audience, mais je devais rentrer, donc voilà. Donc cette loi, même si officiellement elle n'est plus appliquée, cette loi est toujours appliquée. Et les avocats de Celestino Cordova vont défendre au mois de juin 9 jeunes qui sont aussi accusés d'avoir commis un incendie sur la base de cette loi, avec des témoins cachés. Donc à partir de là, on est dans quelque chose d'une criminalisation d'une partie de la population. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça touche aussi les Chiliens. Mais le jeune Montoya a quelque chose d'assez particulier et qui fait penser à l'affaire Julien Coupa, si vous vous en souvenez.
Victor Hugo Montoya est végétarien, mais il ne mange végétalien, je dirais presque plutôt. Il ne mange aucun produit qui vient des animaux. Donc il revendique le droit à avoir une autre attitude, une autre façon de se nourrir, une autre façon de produire les légumes, et il est contre l'alcool, contre la drogue, enfin bon. Et il a été condamné donc pour cette histoire de bombe qu'il aurait déposée. Et comme témoignage, il y a ces deux personnes, mais la police a aussi trouvé un CD de musique dans sa chambre qui s'appelle Flamme. Et évidemment, si on a un CD qui s'appelle Flamme, c'est que vous aimez les bombes. Vous aimez le feu, vous aimez les bombes. Les associations ont été très faciles. Et non content de l'accuser de ce crime, ils tentent maintenant, ils ont tenté, mais ça a été abandonné, ils ont tenté à un moment de lui faire porter, parce que ce n'est pas seulement une bombe qui éclate une fois. Il y en a, visiblement, il y en a relativement souvent. Et ils ont tenté de lui faire porter des bombes qui ont été déposées dans les années 2010, 2011, etc. Mais là, ils ont quand même, c'était un peu gros, donc ils ont abandonné. Mais ça a été tenté de manière, j'ai discuté avec les avocats, de manière assez importante. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on criminalise les Mapuches, mais on criminalise aussi toute partie de population qui aurait une volonté de s'inscrire autrement dans la société. C'est pour ça qu'on pense à l'affaire de Julien Coupa et de Tarnac. Et où on criminalise les gens sans preuve, mais en fabriquant des preuves, parce qu'ils sont un possible élément perturbateur d'un système. Et le Victor Hugo Montoya est ça. Alors que par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est, contrairement à Julien Coupa, qui n'est pas du tout politisé. Pas du tout. Mais il a une façon de vivre différente. Donc, pour autant, le Chili n'est pas en... Il n'y a aucun acte terroriste, il n'y a aucune menace terroriste qui pèse sur le Chili en ce moment. Rien. Absolument pas. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on arrive à utiliser de tels arguments pour criminaliser une grande partie de la population mapuche et une grande partie maintenant, une partie, plus petite, mais une partie de la population chilienne. Et donc voilà, c'est un peu... après, c'est un peu ce qu'on retrouve, que vous alliez dans la prison de Lebú, de Temuco, de Concepción, ou même de Ponte Alto à côté de Santiago, c'est un peu ce que vous retrouvez. Ce sont les éléments communs, c'est-à-dire pour les Mapuches, l'application de la non-application ou la transgression, ou la façon d'interpréter une loi et de ne pas l'appliquer, la convention qui concerne les réfugiés aussi, le droit à l'autodétermination qui n'est pas appliqué, et l'application en revanche d'une loi qui est dite abandonnée, mais qui n'est formellement pas du tout abandonnée et qui est très utilisée dans tout le système chilien. Donc, et ça, on le retrouve, ce sont des éléments communs à l'ensemble des personnes qui sont en prison, hormis celles qui ont commis des crimes, évidemment. Et donc, pendant mon séjour, je suis effectivement allée dans différentes prisons, et l'autre cas, c'est celui de Daniel Maineo, qui, fort heureusement, vient d'être aussi libéré. Il aurait, en 2010, il aurait tué un sergent qui faisait partie d'une formation de 40 policiers. Et les charges, évidemment, ont été abandonnées, puisqu'il n'y avait que des témoins cachés et il n'avait aucune preuve de sa culpabilité.
Donc voilà à peu près. Alors pendant mon séjour, il y avait quatre grévistes de la faim à la prison d'Angol. Ces grévistes de la faim, pour des raisons de santé, ont été transportés à l'hôpital d'Angol puis à l'hôpital de Victoria, où nous sommes allés les voir. Et là, je raconte entre guillemets cette anecdote parce qu'elle est assez aussi, elle illustre parfaitement bien la politique du Chili et qu'endossent donc les représentants de l'État chilien. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital de Victoria, dans la chambre des grévistes de la faim, les policiers étaient les gendarmes, plus que des policiers, des militaires, des Robocop, ça devait être des gendarmes, étaient dans la chambre et pour éviter que les grévistes de la faim certainement sautent par la fenêtre. Et tout de suite, les grévistes de la faim nous ont alertés sur le fait que l'ensemble, parce qu'il y avait une escouade en dehors de la chambre, il y avait deux membres de cette escouade qui étaient dans la chambre et qui les suivaient lorsqu'ils allaient aux toilettes, etc. Et donc, ils nous ont aussi dit que l'escouade rentrait, au moment des repas, ils mangeaient dans leur chambre. J'ai vu leur chef en leur disant que c'était quand même, on pouvait associer ça à de la torture morale. Et naïvement, il a dit à un non, mais moi je ne savais pas, je suis désolée. Enfin bon, vous imaginez le cinéma qu'il a pu jouer. Et donc, on a gagné cette petite bataille, mais dès notre départ, la situation s'est radicalisée entre les grévistes et les gendarmes, à tel point qu'ils ont été ramenés à la prison d'Angol. Ce que d'ailleurs préféraient les grévistes de la faim. Et depuis, donc, on n'était plus là pour voir un peu comment ça s'est passé, mais apparemment ça s'est assez mal passé, puisque un des grévistes de la faim a été blessé, a dû rester à l'hôpital, les autres sont repartis. Mais depuis, ils ont interrompu leur grève de la faim. Donc, je vous donne cet exemple, c'est pour vous montrer comment, du haut de l'État à la chaîne de commandement de cet État, à tous les niveaux, donc il y a une criminalisation, une stigmatisation, une discrimination systématique à l'égard des Mapuches. Et que ce soit l'État, que ce soit la justice, que ce soit les gendarmes, il y a une criminalisation. Mais avec des paradoxes assez intéressants. C'est que par exemple, pour aller les visiter en prison, si je veux aller voir Georges Ibrahim Abdallah, je dois déposer une lettre, attendre un mois, passer devant une commission. Si je veux aller voir les prisonniers mapuches, je viens devant la prison, je leur donne mon passeport, je rentre, ils ne prennent même pas ce qu'il y a dans mon sac, et on peut rentrer très facilement dans les prisons. Et ça, c'est une espèce de paradoxe qui est assez, pour nous, qui sommes habitués à des conditions de visite drastiques dans les prisons. Aux États-Unis, si on veut, il faut être sur une liste, il faut attendre 3 mois, on doit passer sous un portique épouvantable pour rentrer, on est fouillé, si on a 3 fois de suite le portique sonne, on est éliminé de la visite. Donc c'est des conditions extrêmement drastiques et répressives. Là, au Chili, vous allez voir des gens condamnés à plus de 45 ans et vous rentrez, vous pouvez leur apporter à manger, vous pouvez déjeuner avec eux, vous pouvez discuter, on sait même passer des livres, enfin bon, voilà. Ça c'est un paradoxe, mais souvent dans les états répressifs, il y a comme ça des zones d'ombre, entre guillemets, tant mieux pour les prisonniers mapuches qui peuvent ainsi recevoir un certain nombre de visites. Donc je ne vais pas être plus long parce que je voulais juste centrer sur ces éléments qui constituent l'autorisation de violer et le droit international et la loi nationale, et qui vise à criminaliser, mais qui vise aussi à discriminer. Et peut-être le dernier commentaire que je ferai, c'est que si on stigmatise, si on criminalise des populations comme les Mapuches, c'est que ça n'est pas nouveau. C'est effectivement depuis la guerre du Bio-Bio. C'est une guerre de colonisation. Et ce qui reste de cette guerre de colonisation, les éléments qui ont permis que la guerre de colonisation existe sont toujours là.
Donc les Mapuches sont vus comme des colonisés, mais des gens qui ne sont pas intégrés dans le système, même si Bachelet avoue vouloir les intégrer et qu'il y a une volonté d'intégration, des déclarations sur l'intégration, ce n'est qu'un seul peuple et qu'on doit tous vivre, etc. D'abord, c'est une intégration qui est tendancieuse et qu'on peut questionner légitimement, mais surtout aussi, c'est que les Mapuches sont toujours victimes de ce qui a permis la colonisation de leur territoire. Et c'est pour ça que je dis que c'est au-delà des prisonniers politiques, c'est la même dynamique qu'on retrouve en Palestine, où les Palestiniens sont discriminés, sont interdits de territoire parce qu'ils n'appartiennent pas à ce qu'on appelle l'occidentalité dominante du monde pour l'heure. Et je crois que c'est ça qui est à bien dénoncer et à bien mettre en articulation, c'est que effectivement en venant, quelqu'un disait tout ça, c'est bien organisé, oui c'est bien organisé partout, il y a aussi une globalisation de la criminalisation. La globalisation, elle n'a pas seulement créé des éléments d'une pensée unique, d'une guerre sans fin à l'égard des peuples, elle a créé aussi un système répressif, elle a généré, sui generis, je dirais presque, elle a généré un système répressif qui est commun, qu'on trouve ici, qu'on trouve un peu partout, et dans le seul but de se maintenir et de garantir la pérennité de son système. Donc, en ça, la cause des Mapuches est extrêmement importante, parce que c'est un cas symbole, enfin un cas extrême. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu en tout cas durant le tribunal permanent des peuples à Montréal, sur les entreprises minières canadiennes, c'est exactement le même système. On expulse de leur territoire des populations majoritairement d'ailleurs autochtones, pas seulement des Honduriens ou des Guatémaltèques ou des Chiliens, non, c'est essentiellement des populations autochtones. On les expulse de leur territoire par la violence pour installer des transnationales, pour exploiter donc les ressources naturelles dont ces transnationales minières ont besoin pour les vendre à des pays comme le nôtre qui en ont besoin. Et les retombées économiques, évidemment, ne vont pas sur ces populations autochtones, elles vont dans les poches des directeurs et des actionnaires de ce système. Donc je crois que en ça, la cause Mapuche est extrêmement intéressante. Et ce qui se passe en Amérique latine, du coup, ça fait réfléchir un peu à ce qui est en train de se passer en Amérique latine via ces transnationales, via les Mapuches. C'est quand même bien une reprise en main de tout un système qui tenterait quand même, qui n'a peut-être jamais cessé d'exister, qui était souterrain, mais qui, avec la radicalisation de la mondialisation, dans ses aspects les plus violents et les plus militaires, ont tendance à réémerger. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que on pensait, enfin moi j'ai eu ce sentiment-là, pas la première fois, mais là cette fois-ci, c'est que tout est en place pour que les éléments de la dictature réapparaissent et soient réutilisés sans difficulté. Voilà, je vous remercie.